Les choses un petit peu sérieuses commencent dans quelques heures avec le premier match de pré-saison face à l'AC Milan pour le Real Madrid. C'est toujours l'occasion de voir et de découvrir deux trois petites choses dans ces matchs aux USA, Rota. Ouais, effectivement, le Real Madrid va débuter sa pré-saison et ce qui nous rend un petit peu curieux surtout, c'est les nouvelles arrivées, les canteranos aussi. Donc voilà, on va pouvoir voir ces joueurs-là qu'on a toujours envie de découvrir. C'est toujours sympa de savoir s'ils ont le niveau, s'ils vont pouvoir apporter une plus-value à l'effectif. Ces matchs sont faits pour ça, donc moi personnellement, et j'imagine que toi aussi, je suis impatient de pouvoir découvrir ça dès cette nuit. Mm. Complètement, ouais. En sachant que le contexte est particulier pour ce premier match. On a peu de joueurs de l'équipe première qui sont disponibles. Et Carlo Ancelotti l'a dit lui-même hier aussi en conférence de presse. Ce premier match de pré-saison, ça va être celui des jeunes. Donc dans nos attentes, de toute façon, forcément, tu l'as déjà dit en préambule, sur ces matchs aux USA de pré-saison, on a toujours la curiosité de voir quelques Canterano à l'œuvre. Ils sont 11 ou 12 là aux États-Unis et on va pas forcément tous les présenter. Mais Rota, toi qui suis bien la Fabrica, c'est quoi les 2-3 profils que tu as le plus envie de voir? Alors, comme je l'ai souvent dit, on va peut-être m'accuser de pessimisme, mais je trouve pas qu'il y ait une énorme génération depuis quelques années, depuis peut-être 7 8 ans à la Fabrica. Il y a quelques profils qui sont intéressants. Moi, celui que j'ai le plus envie de voir, mais que j'ai moins regardé l'an passé, c'est Johan, le petit défenseur, parce qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup d'attentes le concernant. Et moi, pour l'avoir un petit peu moins vu, c'est un joueur que j'ai envie de voir, parce que quelqu'un d'aussi frêle qu'on attend énormément, forcément, ça suscite de la curiosité chez moi. Sinon, évidemment, Mario Martin, Nico Paz, j'ai envie de voir aussi, j'ai envie de les voir avoir un peu de continuité en équipe première, parce que je trouve que c'est les joueurs les plus façonnés. Pour le reste, voilà, je suis un petit peu sceptique concernant Raúl Asensio ou Obrador que je trouve un petit peu déjà en dilettante et assez irrégulier avec le Castilla. Donc voilà, je pense qu'ils sont là pour combler les trous un petit peu et c'est bien normal. Je pense que c'est un record hein, vraiment en pré-saison d'avoir autant de joueurs de la Fabrica, mais c'est aussi dû forcément, comme tu l'as dit, aux compétitions internationales qui se sont déroulées cet été. Mais voilà, ceux qui me hype le plus, c'est les trois là, c'est les trois là. Même si voilà, j'espère avoir d'autres révélations ou des gens qui me font fermer ma bouche. Si on peut avoir un ou deux canteranos qui se montent durant cette pré-saison, ça pourra n'être encore une fois qu'une plus-value pour le Real Madrid, surtout à des postes bien spécifiques, notamment derrière où on manque un petit peu d'assurance à l'heure actuelle. Mm. Mais d'abord, c'est vrai que moi j'ai envie de voir Nico Pass et Mario Martin parce que je pense que parce que l'un des deux, je pense, va rester en équipe première. D'ailleurs, Nico Pass était inscrit comme joueur de l'équipe première la saison passée. Il a eu un bon petit passage, puis après ça qu'il a disparu sur la fin de saison. Là, étant donné qu'on a un Tony Kroos qui est parti, donc j'imagine que à nouveau l'un de deux va rester. On sait que Carlo Ancelotti aime beaucoup Mario Martin. En tout cas, ça fait partie en tout cas déjà des deux profils les plus confirmés parmi les canteranos qui sont là aux USA avec le reste des deux équipes. Et donc j'ai cette curiosité là de voir entre guillemets lequel va se détacher le plus de l'autre et donc sans doute rester avec l'équipe première cette saison, même si je pense que c'est pas forcément juste lié à leur performance, ça va être aussi lié aux offres que le Real va recevoir pour l'un et l'autre. Ouais, forcément. Et puis, je pense qu'Ancelotti prendra aussi ou l'un ou l'autre si les deux restent à Madrid selon les besoins également. Ouais. Mario Martin, c'est un joueur un petit peu plus défensif, donc c'est aussi pour ça, je pense que son profil plaît un peu plus aux yeux de l'Italien parce que bah c'est là où on peut être potentiellement en déficit avec cette perte de Toni Kroos. Nico Paz, c'est quand même un joueur qui a été international avec l'Argentine, donc c'est un joueur peut-être encore plus élaboré. Techniquement parlant, même tactiquement parlant, je dirais. Maintenant, il a un poste où ça reste en embouteillage, donc ça sera peut-être un peu plus difficile de le voir. Lui, il a un profil un peu plus avancé, un peu plus technique, un rôle de numéro 10 ou de 8 avancé. Et là, il y a quand même un petit peu embouteillage avec les Bellingham, Arda Güler, Brahim qui peuvent jouer à ce poste-là. Donc peut-être un peu plus compliqué pour lui. Mais je pense qu'il peut aussi s'adapter, redescendre un minimum, un petit peu d'un cran. Mais voilà, ça va être très intéressant, comme tu l'as dit, de voir comment les deux vont évoluer, comment les autres également vont évoluer, et surtout comment le Real Madrid va les faire évoluer dans l'effectif cette saison. Mm. L'autre curiosité, ça concerne forcément les centraux, naturellement, parce qu'on a une inquiétude
à ce poste L'Oréal pour la saison qui arrive. En plus, Carlo Ancelotti nous a confirmé, en tout cas, il a dit hier que le mercato était bouclé côté Real, qu'il n'y aurait pas de nouvelles arrivées, ce qui ressort de façon dans la presse depuis quelques jours. Donc forcément, on a envie de découvrir un peu les jeunes cracks de la maison parce que justement, on aurait bien besoin qu'un jeune crack se développe, explose et vienne renforcer, résoudre en tout cas notre problématique par rapport aux défenseurs. Donc là, il y a Raúl Asensio, Jacobo Ramon et donc le jeune Juan Martinez qui a seulement 16 ans. Alors le dernier, tu l'as pas trop vu, comme tu le disais. Les deux autres, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors Raúl Asensio, c'est un joueur assez technique, un bon premier relanceur. Il a de la qualité. Maintenant, je trouve il a des manquements, notamment sur le placement. Ça a un petit peu fait défaut au Castilla la saison passée, mais c'est un joueur qui pourrait bien évoluer, qui pourrait être intéressant. Maintenant, à l'heure actuelle, je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose. Ça manque un peu de punch, ça manque un peu de vice, un petit peu, tu vois, d'anticipation pour pouvoir être dans les quatre au Real Madrid. Maintenant, après, c'est aussi des joueurs qui peuvent apprendre aux côtés des meilleurs et puis se développer. Donc, c'est pas non plus impossible. D'autres clubs espagnols le font, notamment notre grand ennemi le Barça, avec des Pau Cubarsí qui sont lancés dans le grand bain, alors que très honnêtement, ils sont pas incroyables non plus. Pau Cubarsí, c'est pas quelqu'un de super intéressant de base. Mais par contre, le Barça n'hésite pas à le faire jouer, à lui donner confiance, parce que aussi on des manques. Le Real Madrid devrait peut-être s'en inspirer pour essayer de développer ce type de joueur, parce que on le voit depuis des années à la Fabrica, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent, et notamment des défenseurs. Et Jacobo Ramon, c'est différent. C'est un joueur, alors lui, qui est un peu plus jeune je dirais dans sa relance, qui est un petit peu plus frileux. Par contre, je trouve qu'il est plus complet que Raúl Asensio. Je pense que c'est un joueur qui a davantage nature à devenir un joueur potentiel pour le Real Madrid. Mais encore une fois, j'ai mis des réserves parce qu'attention, c'est pas simple de s'imposer au Real. Surtout qu'on le voit, le Real prend des profils plutôt étrangers et plutôt même matures. Mais c'est un joueur qui lui me plaît un petit peu plus. Raúl Asensio, c'est voilà, comme je le disais, c'est un joueur quand même qui a pas toujours été titulaire non plus avec Raúl, même si Raúl parfois fait des choix un peu étranges, mais c'est pas une assurance tout risque. Alors que Juan Martinez, même si je l'ai moins vu, je suis quand même hypé parce qu'il y a quand même énormément de bons sons de cloche depuis son retour à l'entraînement et puis sur ses performances de l'an passé. Mais voilà, Jacobo Ramon a un petit peu plus de confiance pour moi par rapport à Raúl Asensio. Ouais. J'ouvre la parenthèse aussi en même temps, Jesus Balajo, c'est pas un canterano, mais en l'occurrence ça fait partie aussi sur ce poste-là des joueurs qu'on a envie de voir parce que on a cette problématique par rapport aux centraux. On sait qu'il bosse très dur pour revenir fort physiquement. Ça m'a un petit peu coincé là sur les derniers jours, mais il va bien, rien de grave, c'est une petite surcharge. Donc voilà, c'est aussi une curiosité parce qu'on a des points d'interrogation, comme je le dis, à ce poste. Bah ouais, puis c'était un joueur très prometteur quand il était à Saragosse et lorsqu'il était en équipe de jeunes en Espagne, c'était un leader, c'était un capitaine. C'était vraiment quelqu'un qui avait énormément de qualité. Il était rapide, bon sur l'homme, bon sens de l'anticipation, très bon de la tête. Au Real, il a fait quelques matchs intéressants et puis d'autres beaucoup plus compliqués. Il a pas eu de continuité parce que la concurrence était féroce. Et puis, il a surtout pas confirmé lors de ses prêts. C'est peut-être ce qui est le plus inquiétant. Je pense que ce qui est le plus inquiétant, oui, c'est sa carrière hors Real Madrid parce que si tu ne t'imposes pas dans les clubs où il est allé, c'est quand même compliqué de s'imposer dans le club où il y a la plus grosse pression au monde. Donc, oui, il y a un peu de curiosité, mais il y a aussi un peu d'inquiétude. Est-ce que Jesus Vallejo va se réveiller je crois, il a 27 ans, un truc comme ça. Est-ce qu'il va se réveiller, devenir un joueur sur lequel Carlo Ancelotti pourra compter, ou alors est-ce que c'est l'éternel espoir, comme d'autres avant lui, qui ne perceront finalement jamais et ne s'imposeront pas au Real? C'est une grosse interrogation, mais c'est vrai que ça met un peu de curiosité, comme tu le disais. Affaire à suivre. Après, sur le plan un peu plus offensif, on va retrouver un Alvaro Rodriguez qui a eu un passage fantastique il y a maintenant quasiment 2 ans avec l'équipe première. Bon, j'imagine assez mal une place pour lui dans l'effectif. Après, on a César Palacios qui, je trouve, fait quand même pas mal parler de lui, non? Dans les catégories inférieures. Ouais, Palacios, c'est un profil qui est très intéressant. C'est quelqu'un qui depuis les Benjamins est vraiment
au-dessus du lot, on va dire. C'est un profil un peu, c'est un prodige un petit peu. Donc c'est un profil qui pareil pourrait mûrir, mais je pense dans un premier temps dans des divisions inférieures, donc au Castilla, je pense que c'est ce qui va lui correspondre le mieux. C'est bien évidemment trop tôt pour être lancé dans un Real Madrid où il jouerait pratiquement pas, très très peu de minutes. Donc c'est des joueurs qui ont besoin de continuité. En tout cas, lui, c'est quelqu'un qui a besoin de continuité. Donc à voir comment il va être poli dans les équipes inférieures, mais c'est un joueur qu'il faut quand même surveiller parce que lui, oui, il a un petit peu l'étiquette de prodige. Ok. Bon, et puis en dehors de nos jeunes talents, est-ce qu'il n'y a pas aussi une curiosité par rapport au système de jeu? Je sais pas si tu l'as vu, Carlo Ancelotti a donné une conférence de presse hier soir. Je trouve qu'il a une réponse un petit peu floue sur le système. On lui a demandé s'il allait changer de système de jeu cette saison suite à l'incorporation de Kylian Mbappé. Il a répondu on va jouer en 4-3-3, en 4-4-2, en 4-2-3-1 aussi parfois, comme l'année dernière, il a dit. Sauf que je trouve que comme l'année dernière, ouais bof, parce que le schéma de la saison passée était quand même assez c'est pas assez, il était clairement identifié, c'était le 4-4-2. Ça jouait pas autrement, sauf occasionnellement. Même le 4-3-3, on l'avait réclamé peut-être un peu plus parfois avec Rossellou et potentiellement les deux Brésiliens sur les ailes. Donc je sais pas, est-ce que tu sens peut-être un changement qui se profile un peu par rapport au système ou... Écoute, j'ai pas vu la conférence de presse en direct, mais quand j'ai lu l'article justement sur Real France, au tout début, j'étais hypé. Je me suis dit, waouh, ça y est, il veut changer. On peut avoir l'alternative du 4-2-3-1, du 4-3-3. Et puis, j'ai été refroidi par la seconde partie de la phrase, comme tu l'as dit, comme l'année dernière. Non, il n'y a pas de comme l'année dernière. L'année dernière, on a joué peut-être 3 mi-temps en 4-3-3. C'est pas du tout un système qu'il a utilisé, donc je sais pas pourquoi il a dit ça. Pour moi, le fait de rester flou, malheureusement, c'est tout simplement un peu d'intox, mais je pense qu'il continuera avec ce 4-4-2. Le 4-4-2, il a quand même permis de marcher sur l'Europe et sur l'Espagne. Il y a pas de raison flagrante de changer ça avec les nouvelles incorporations, même s'il y a des profils différents qui s'ajoutent et qu'on espère, moi le premier, qui pourra justement fluctuer entre plusieurs systèmes parce que je pense qu'une équipe doit pouvoir manœuvrer dans plusieurs systèmes. Voilà, on connaît un peu le côté conservateur de Carlo Ancelotti. Moi, j'y crois pas trop, mais espérons. C'était peut-être une petite porte ouverte et on l'a pas décelé. Ouais. Non, mais en tout cas, on est assez d'accord tous les deux. Hein. Il n'y a pas à révolutionner, changer le système après la saison que tu viens de vivre. Par contre, effectivement, avoir un peu plus une vraie variante avec le 4-3-3, puisqu'on sait qu'avec si tu veux avoir les trois Brésiliens devant, il va falloir jouer plutôt en 4-3-3 avec trois Brésiliens, avec Rodrigo plus Vinicius plus Kylian Mbappé, il va falloir jouer plutôt en 4-3-3 a priori. Donc voilà. Espérons, mais on verra bien. Donc c'est une curiosité aussi sur les trois premiers matchs, peut-être pas sur le premier puisque c'est plutôt les jeunes qui vont jouer, mais sur le deuxième et surtout peut-être le troisième, peut-être qu'on aura une petite indication. Bon, et puis évidemment, il y a toujours des joueurs qu'on a hâte de revoir plus que d'autres. Je commence, j'ai envie de voir Dani Ceballos pour voir où et dans quel état d'esprit il est, dans quel état de forme physique il est. Et puis voir assez rapidement si oui ou non il va falloir compter sur lui parce que mine de rien, la piste du départ elle s'est quand même pas mal refroidie. Là on est plutôt sur une continuité de Ceballos une saison de plus. Ouais, moi je suis comme toi parce que bon, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est un joueur dont on apprécie la technique, mais qui a souvent été très irrégulier au Real. Là, il a l'air d'avoir fait une très très grosse préparation physique. Il a l'air d'être plutôt bien. Je pense que c'est aussi un défaut qu'il avait, à l'instar d'Isco, comme je le disais. Ils sont pas similaires, mais c'est ce joueur un peu volant dans la tout en technicité, mais qui je pense se préparait pas super bien. Je suis pas certain que c'était une foudre de guerre en termes d'efforts d'Anis Ceballos. Donc là, j'ai hâte de le voir avec ces efforts-là. Et pour le coup, je pense que même si la piste s'est refroidie, il joue quand même son avenir dans les 2-3 premiers matchs de pré-saison parce que lui, il a encore tout à reprouver encore une fois et il a une vraie carte à jouer au milieu de terrain cette année, en tout cas pour avoir plus de temps de jeu que l'an passé. Donc ouais, je suis aussi impatient de voir comment il va se comporter et quel rendement il aura. Un peu dans le même esprit, Flan Garcia. Pareil, c'est un peu pour voir où est-ce qu'il en est. On est tous assez d'accord pour dire que sa première saison a été assez moyenne, qu'il a montré ses limites, mais ça reste un gars avec du potentiel.
on va de toute façon devoir compter sur lui cette année, puisque il n'y a pas de changement non plus qui se profile sur le côté gauche de la défense madrilène. De toute façon, a priori, si on en croit les mots de Carlo Ancelotti, il n'y a plus rien qui va bouger. L'effectif est figé. Donc, Ouais, avec la perte d'un milieu de terrain supplémentaire et puis d'un joueur polyvalent comme Nacho, ça sera plus compliqué de voir Camavinga suppléer Ferland Mendy. Donc pour le coup, on va vraiment devoir compter sur cette deuxième gâche à gauche. Donc moi, c'est même pas que j'ai envie de le voir, c'est que j'ai envie qu'il réponde présent. Là, pour le coup, sur la deuxième saison, voilà, l'acclimatation, elle s'est faite. Il a raflé les 2 titres. Il y a moins de pression à avoir. Il faut là, voilà, il faut passer un cap. Le Real, c'est comme ça. On n'a pas 5 ans pour se mettre dedans. Donc j'espère qu'il sera performant. Moi, tu connais mon avis, hein, vous connaissez mon avis. Ferland Mendy, pour moi, il est indéboulonnable. Il n'y a même pas de débat à avoir. Maintenant, voilà, on a toujours besoin d'un suppléant qui soit performant parce qu'on n'est pas à l'abri de blessures et puis parce que, on l'a dit, il y a peut-être 82 matchs à jouer pour le Real cette saison. Donc forcément, il va falloir souffler. Et on a besoin d'avoir un Fran Garcia qui soit en forme. Donc pareil, j'ai envie comme toi, de voir où il en est. Brahim Diaz aussi, j'ai hâte de voir aussi dans quel état il est. Je m'attends à. Enfin, dans quel état il est, je m'attends à ce qu'il soit déjà en forme, mais je m'attends surtout à ce qu'il soit leader un peu d'attaque madrilène, là au moins sur les 2 premiers matchs de pré-saison. Potentiellement même sur le début de saison, sur ce mois d'août, ce sera certainement l'un des joueurs qui sera physiquement le plus frais, le plus préparé, le mieux préparé. Donc s'il est sur la continuité de sa saison passée avec le Real Madrid, je l'espère, c'est ce que j'ai envie de voir aussi. Ouais, forcément, c'est un joueur qui a plus d'expérience que les autres, notamment là durant cette pré-saison. Ça doit être un leader. Il pourrait peut-être même éventuellement porter le brassard tellement c'est l'un des plus anciens qui débuterait. Donc oui, forcément, Brahim Diaz, on peut que attendre de lui une continuité, une belle continuité, peut-être même encore un step franchi, parce qu'il a du potentiel, il a vraiment de la qualité technique. Donc oui, il va être important sur le mois d'août. Voilà, j'espère qu'il va continuer. On a déjà vu quelques petites vidéos à l'entraînement à Chicago. Il a l'air d'être plutôt affûté, plutôt pas mal. Donc espérons que ça soit vraiment le cas sur le terrain. Hendrik, évidemment, notre petit pessimisme à son égard dans la dernière vidéo a pas mal déplu, Rota. Le voir enfin dans le contexte Real Madrid va être intéressant, même si en l'occurrence on attend rien de lui spécialement, en tout cas moi pour ma part sur ses premiers matchs, même sur les premières semaines de compétition. Je demande juste en fait à être surpris, mais on sait qu'il va avoir besoin forcément d'un temps d'adaptation. Alors, moi, je taillerais de costard à personne avant sa troisième année. Je suis victime du syndrome Vinicius. Donc évidemment, oui, je ne critiquerai plus tout à fait les joueurs aussi intensément que j'ai pu le faire avant qu'il y ait un temps d'adaptation. Forcément, pour Hendrik, oui, la pré-saison, elle va rien nous enseigner, mais même pour les autres, finalement, même pour les jeunes, on pourra pas tirer de conclusion. On va avoir des équipes avec des joueurs qui ont aucun automatisme, si ce n'est 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines d'entraînement, 3 semaines d'entraînement. C'est rien du tout, c'est absolument rien. Donc, on pourra pas tirer de conclusion face à un Milan AC qui aura la même chose en soi, qui va encore travailler physiquement également, mais qui aura des joueurs un peu plus aboutis sur le plan du collectif. Donc forcément, il faut pas s'attendre à ce que le Real mette 5-0 à Milan cette nuit. Si vous vous levez et que vous vous levez tôt demain matin, faites peut-être même pas tant l'effort que ça. Ça va, on le sait. Moi, je me lève tous les ans. Les matchs de pré-saison, ça vaut rien. C'est dégueulasse. Je me lève et je le regrette presque chaque année. Mais bref, tout ça pour dire que oui, Hendrik, mis à part le fait de prendre énormément de confiance et d'essayer de scorer un petit peu pour bien s'acclimater et être mentalement bien, on peut que lui souhaiter ça parce que le reste, on sait que ça va être compliqué. Il a 18 ans, il est jeune, beaucoup d'émotions pour son arrivée au Real. Il va falloir s'adapter, trouver des automatismes, comme je le disais, avec ses coéquipiers, et puis faire retomber un petit peu l'émotion de ce transfert. Donc voilà, et on espère évidemment qu'il va s'acclimater dès cette nuit, mais il faut pas s'attendre non plus à avoir un joueur ultra performant d'entrée de jeu. Ah, évidemment. Évidemment. Et puis, même si j'ai tendance à penser que ces 3 matchs de pré-saison sont peut-être la meilleure opportunité pour lui de se montrer, de se mettre en confiance, voilà, de faire une bonne action, marquer un but, parce que c'est de ça dont on parle, hein, c'est pas de faire une 45 minutes abouties, c'est voilà, c'est faire 2-3 actions intéressantes. Parce que sur ces matchs-là, comme tu le dis, même en face, ce sera pas aussi bien préparé. Il y aura plus d'espace forcément que sur les matchs de compétition qui vont arriver à partir de la mi-août, et encore il faudra qu'ils réussissent à avoir du temps de jeu, ce qui ne sera pas gagné tout de suite. Enfin bref,
évidemment, on est d'accord. Mais tu me parlais de matchs effectivement de pré-saison qui sont compliqués à regarder. Effectivement, 80 minutes sur les 90 sont toujours ennuyante, mais on va se lever et on va notamment se lever pour suivre Arda Güler. Forcément, la hype est toujours là. De mon côté, limite, j'ai même envie de te dire que la hype de mon côté est plus forte que l'année dernière par rapport à Güler, parce que ce qu'il nous a laissé là sur la fin de saison, son euro qui a été aussi intéressant avec la Turquie, la détermination qu'il nous montre un peu sur cette pré-saison. Voilà, pour lui, entre autres, on sera là à 2h30 du mat cette nuit, quoi. Ouais, parce que lui, c'est un vrai prodige. Pour le coup, il y a des joueurs qui ont de la détermination. Il y a des joueurs qui sont rigoureux. Il y a des joueurs qui ont du sens tactique, du sens technique. Arda Güler, il a du génie dans les pieds, tout simplement. C'est quelqu'un qui est touché par la grâce. Ça se voit, ça se sent. Il a de l'instinct. Il a énormément de choses. Il a énormément de qualités. J'ai l'impression qu'en quelques mois, il a passé un step. Je trouve que le Real Madrid a parfaitement géré le cas Arda Güler après ses blessures à répétition sur la première partie de saison l'an passé, et que ça en a fait un joueur plus fort mentalement et peut-être encore plus déterminé. Donc là, moi, j'ai l'impression d'avoir déjà un joueur qui a énormément de leadership, qui sera un leader, je pense, sur le terrain. On voit il parle beaucoup. Ce sera Il est peut-être tout lui le jeune leader pourtant, cette mais nuit. Je parlais de ouais, Brahim, mais ce je sera pense peut-être qu'il a. lui. Non, non, mais c'est clair parce qu'il a beaucoup de caractère. Il parle beaucoup. Il est très ambitieux. Je le disais, il a beaucoup de caractère. Il prend les coups francs, il prend les coups de pied arrêtés. Il a envie, mais pas de se montrer. Il a juste envie d'être un joueur performant et de faire profiter de sa qualité. Et ouais, je pense que c'est certainement le joueur qui me hype le plus, avec, oui, évidemment, Kylian Mbappé, voir son rendement, Hendrick, les nouveaux. On est toujours hypé par ça, mais dans l'effectif actuel, Arda Güler, c'est le joueur que j'ai envie de découvrir et redécouvrir, parce que je suis certain que de très belles choses nous attendent avec lui. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux noter, autre joueur qui te hype? Moi, par exemple, je vais ajouter quelque chose. Je vais pas me cacher. Petite déception par rapport à Mbappé, parce qu'a priori, il ne reviendra pas avant le 7 août. Donc, pas de tournée américaine pour lui. Alors, je ne le blâme absolument pas, parce que c'est la date que lui a communiqué le Real Madrid. Et Ancelotti l'a dit aussi en plus, encore hier en conférence de presse. Le repos est très important particulièrement sur cet été, parce qu'après ça va être très très long tout ça. Donc j'imagine qu'ils ont quand même fortement conseillé à tous les joueurs de prendre leurs vacances et pas forcément essayer de revenir plus tôt. Mais évidemment aussi que Mbappé, attention, est déjà en train de travailler dans son coin. Encore une fois, je cite Carlo Ancelotti, mais il a dit que les joueurs avaient, à partir de 15 jours avant la date de reprise, un programme à suivre. Bref, mais je m'attendais quand même à ce qu'il écourte un petit peu ses vacances d'une petite semaine, qu'il soit là aux USA, pour se préparer au mieux d'abord en vue du début de saison, de la Super Coupe, et même d'un point de vue un peu médiatique, marketing, parce qu'on sait pourquoi le Real Madrid va aux USA, hein. Alors personnellement, moi je suis pas surpris. Je pense qu'il a pas fait de prépa l'an passé. Il a accumulé énormément de fatigue, et je pense que c'est beaucoup plus raisonnable après l'Euro de le laisser tranquille. Ça c'est la première partie où ça me semble absolument logique. Je suis pas surpris. Je préfère que ce soit comme ça. La seconde, c'est que je pense que Kylian Mbappé, il commence à s'éparpiller hors du foot dans ce que je vois sur les 2 derniers jours. Je trouve que alors c'est sa vie privée, il fait bien ce qu'il veut, etc. Mais attention à l'hors foot, qui me semble un peu bizarre quand même dans sa tête ou dans son entourage. Le fait de devenir propriétaire de club et puis de vouloir investir minoritairement dans le Paris Basketball, bah, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément en repos, puisqu'il est aux affaires et il négocie des choses un peu hors Real Madrid, du coup hors foot. Voilà, j'ai peur un petit peu de la dimension qu'il prend, parce que comme tu l'as dit, médiatiquement, on l'attendait aussi aux USA pour toutes ces choses-là, pour sa préparation. Moi, je trouve que c'est quand même logique de le voir se reposer. J'ai peur de ce que nous fait le petit Kylian en dehors du foot. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop pris par tout et n'importe quoi, et que le foot, ça soit pas sa priorité première, parce que j'abuserais en disant ça, mais qu'il ait la tête un petit peu partout et pas à 100% sur le foot. Je pense qu'il sait gérer plusieurs choses en même temps, mais voilà, j'ai ce petit côté inquiétude. Pas pour le fait de pas reprendre tout de suite, parce que
encore une fois, je le dis, je pense qu'il a vraiment besoin de repos, de se retrouver, de faire le vide et puis de revenir dans les meilleures conditions à Madrid. Mais attention pour tout le reste, ça me rend un peu sceptique quand même. J'aime pas trop ces mecs qui s'éparpillent comme ça. Ouais. Bon, après, même si, en l'occurrence, je pense que les négociations, tout ça, je pense que c'est pas lui personnellement qui gère ça. Je pense que c'est plus sans doute sa famille et notamment sa mère qui doit, je pense, gérer ça. Donc, c'est pas forcément moi une préoccupation. Mais par contre, c'est vrai Ouais, mais que, t'as un œil dessus quand même, tu vois. ouais, T'es jamais. et puis, ma foi, pas forcément niveau business, mais en France, sur sa dernière année au PSG, il y avait quand même un sujet sur Mbappé qui était, on va dire, plus bringueur, qui sortait un peu plus, tout ça, qui s'éparpillait effectivement, comme tu le dis, un peu plus du foot. Donc, bon, affaire à suivre Puis en tu tout cas. sais, en plus, quand t'es propriétaire de club, tu dois quand même te montrer un peu. Donc ça engage aussi quelques déplacements, mine de rien, à Caen. Et ça, bah, c'est à compter dans une saison aussi. Les déplacements, Tchouaméni, on a fait les frais il y a 2 saisons, donc attention. C'est vraiment une inquiétude, en tout cas, encore une fois personnelle. Je vais peut-être me faire encore ramasser là-dessus. C'est juste la petite inquiétude hors foot concernant Kylian Mbappé. Maintenant, si on parle que football sur le repos, moi, je préfère que ce soit comme ça, honnêtement. Oui, non, après, je blâme personne non plus pour ça. Mais voilà, c'est une petite déception et je suis sûr que dans les commentaires, il y en a pas mal qui vont être assez en accord avec moi. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez. Rota, quelque chose à ajouter ou pas sur la pré-saison? Non, je pense qu'on a fait le tour. On n'est pas rentré dans tous les détails, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a parlé un peu de nos attentes, nos doutes. Donc maintenant, il y a plus qu'à voir ce que ça va donner cette nuit à 2h30. Ouais. Bon, dites-nous en tout cas vous aussi dans les commentaires par rapport à cette pré-saison, vos attentes, votre hype. On va suivre évidemment ça de très près, puis on en parle très vite. Sur ce, bon match, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se retrouve très vite sur Real France. Allez, ciao! Ciao.